Notre plénière de clôture, libérer l'entreprise. La déclaration de politique économique générale des chefs d'entreprise, c'est maintenant, sous l'œil attentif de notre ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, que je remercie d'être avec nous, qui connaît bien cette scène, on s'y est vu l'année dernière. 5 chefs d'entreprise qui vont nous parler de ce qu'ils entendent par libérer l'entreprise. Vous allez être attentif à ce qu'ils nous diront, Monsieur le maire. 5 chefs d'entreprise que je vais appeler à tour de rôle. Et dans la série des chiffres et des êtres, 3 chiffres pour les présenter à chaque fois, 2 chiffres sur leur entreprise, sur leur groupe, et puis un chiffre un peu plus personnel qu'ils m'ont confié. Le premier d'entre eux, c'est le président directeur général du groupe Total. Merci d'accueillir très chaleureusement Monsieur Patrick Pouyanné. Monsieur Pouyanné, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors je le disais, des chiffres et des êtres. 1, 2, 3. J'ai 3 chiffres. 1, 2, 3, ça nous va bien. Oui, je ne suis pas très original. 1, 2, 3, non, mais sauf que les 3, alors. 1, chiffre performance mondiale. 1 comme première compagnie pétrolière et gazière au monde en termes de profitabilité. En 2015-2016, malgré un contexte difficile, ça ne vous a pas échappé, baril divisé par 2. Ça peut s'applaudir, ça, ce chiffre 1. C'est surtout les équipes de Total que vous applaudissez d'ailleurs, parce qu'effectivement, on est devenu l'entreprise pétrolière la plus rentable depuis 2 ans. 2 chiffres génération future. Total a été la première major au monde à adhérer au fameux 2 degrés de l'accord de Paris sur le climat, sortie du charbon, accélération sur le renouvelable, l'efficacité énergétique. C'est toute la stratégie à l'horizon 20 ans qui l'intègre. Voilà, je sors d'un entretien avec Nicolas Hulot où on a parlé de comment Total allait prendre en charge le 2 degrés, puisqu'on en a fait effectivement le vecteur de notre stratégie, et comment dans 20 ans on évoluera avec la transition énergétique. Et cette discussion était intéressante parce que Nicolas Hulot, il a compris que tout ça n'allait pas se passer en claquant dans les doigts, mais qu'il fallait avoir de la perspective pour que justement les acteurs responsables puissent évoluer comme nous avons bien l'intention de le faire, puisqu'on a un slogan chez nous, c'est que dans 20 ans, on aura 20% d'énergie nouvelle dans notre portefeuille. 3, ça s'applaudit aussi, cette ambition que vous mettez en œuvre avec les équipes de Total partout dans le monde. Alors 3, c'est le chiffre personnel, chiffre engagement et passion. Voilà 3 ans, puisque c'est pratiquement le jour de l'anniversaire que vous avez pris les rênes de Total, 3 ans d'engagement fort qui n'empêchent pas l'évasion. Comme cet été, à la rencontre des peuples premiers, vous étiez au Vanuatu pendant vos vacances. Voilà, et vous m'avez confié que ça vous a permis d'avoir 9 heures d'avance pour prendre une décision importante. Oui, 3 parce qu'effectivement, c'est sans doute les 3 années les plus passionnantes de ma vie. Être PDG de Total, je suis sûr que certains en rêvent, moi je le vis. Mais effectivement, ça ne m'empêche pas en même temps de prendre du recul. Alors cet été, vous l'avez noté, on a fait la plus grosse acquisition le 21 août du groupe depuis 15 ans, 7,5 milliards $. Alors c'était pas mal, j'avais 9 heures d'avance sur tous mes collègues qui négociaient. Donc je recevais le soir l'état des négociations, je lisais ça le matin, j'avais 9 heures pour réfléchir, pour répondre. Eh ben, on a fait la plus grosse acquisition, ça marche. Et puis je peux vous dire qu'il y a un autre truc, c'est que les téléphones et tout ça, ça fonctionne même à l'autre bout du monde. Ce qui prouve d'abord que le 21e siècle, c'est quand même une incroyable réduction de l'espace et de capacité à bouger. Et si on sait utiliser tous ces outils, on peut faire des belles choses, comme ce que nous venons de faire tous ensemble, en devenant d'ailleurs le 2e plus grand acteur de la mer du Nord en rachetant ce champion danois. 9 heures d'avance, ça s'appelle avoir un coup d'avance. Patrick Pouyanné, merci de vous installer, merci d'être avec nous ce soir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la présidente de la FNSEA, Madame Christiane Lambert. Elle nous rejoint. Merci. Merci d'être avec nous. Venez avec moi. Puis en plus, on est bien là. Venez près de moi. On a 3 chiffres aussi pour vous, Christiane Lambert. Venez. On a 8 chiffres positive attitude. 8 milliards d'euros. C'est la contribution positive de l'agriculture et de l'agroalimentaire à la balance commerciale française. Ça, c'est bon de le rappeler. 8 milliards, mais on peut mieux faire. On a eu fait mieux. On a 12, eu fait beaucoup mieux, puisqu'on a eu fait 12, 13, 14. Mais l'agriculture française, en ce moment, est en train de dévisser un petit peu. Ça nous amènera au sujet libérer l'entreprise. On verra pourquoi on dévisse. L'agriculture française exporte du vin, des fromages, des produits laitiers transformés, de la viande, des semences, de la génétique. L'agriculture française sait tout faire. Elle est reconnue à l'international jusqu'à l'autre bout du monde.
Mais c'est vrai qu'on a besoin de libérer beaucoup les énergies parce qu'en ce moment, on dévisse et on n'aime pas ça. On va en parler. Notre objectif, c'est redevenir leader. Voilà, très bien. Une belle ambition. 210 000, chiffre, je ratisse large. La FNSEA, c'est 210 000 adhérents dans 31 fédérations spécialisées. Je me suis renseigné. Hein. Alors, elles incarnent la richesse, la diversité de notre agriculture, depuis le vin, le lait, le tabac jusqu'au chanvre, en passant par le riz. Oui, 210 000 adhérents, syndicat majoritaire depuis toujours, 490 000 agriculteurs, présents dans 380 000 exploitations, dont 160 000 sont employés de main-d'œuvre. Donc nous partageons beaucoup de problématiques communes. Des TTPE, 1,6 emplois en moyenne. Donc des sujets comme le compte pénibilité, c'est très compliqué chez nous, c'est très pénible pour faire un vilain jeu de mots. Mais cette activité de l'agriculture française est une vraie chance parce que ces TPE sont présentes partout, adaptables, qualifiées. Et puis tout à l'heure, l'intervenant qui a parlé aurait pu dire que dans les secteurs très connectés, il y a aussi l'agriculture. Moi, j'ai des vaches connectées, des tracteurs connectés, des champs connectés. Il faut aussi qu'il parle de tout ça quand il parle de numérique voilà. À l'échelle. Et on a une Christiane Lambert connectée. Très bien. Et puis le chiffre un peu perso, Christiane Lambert, 7, chiffre esprit d'équipe. Alors comme au handball, vous avez pratiqué d'ailleurs le handball en compétition, vous avez constitué une garde rapprochée de 7 personnes. Le leader qui joue la carte du collectif, ça c'est tout vous en fait, hein? J'ai un esprit battant. J'étais capitaine de l'équipe de handball et j'étais gardien de but. Ce qui m'est demandé aujourd'hui... Vous pouvez en encaisser, hein? Ouais, mais j'aime bien aussi être pivot de l'équipe. Très bien. Et le pivot qui m'a été confié là aujourd'hui pour coacher la FNSEA et l'agriculture française, j'ai justement d'animer des équipes, de jouer collectif. Le collectif, c'est dans l'ADN des agriculteurs, on le sait, coopérative, mutualisme, etc. Et les agriculteurs aujourd'hui ont vraiment envie de retrouver la confiance. J'aime votre slogan. Une France qui gagne, une France qui a confiance. Mais pour l'agriculture aujourd'hui, il y a des vrais défis devant nous. Nous, on y croit et on voudrait que le gouvernement y croit aussi. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, le message est passé. Christiane Lambert, merci de l'accueillir. Installez-vous, Christiane Lambert. Voilà, aux côtés de Patrick Pouyanné. Je vais appeler le directeur général de Danone, monsieur Emmanuel Faber, qui nous fait l'amitié aussi d'être avec nous. Merci de l'accueillir. Il nous rejoint sur scène. Merci Emmanuel Faber d'être avec nous. Je vous confie le micro, les 3 chiffres. Alors moi j'ai 100 000. C'est le chiffre, entre guillemets, avoir du pot. Parce qu'au-delà des 4 grands métiers du groupe que vous animez, qu'est-ce qui lie et rassemble les 100 000 collaborateurs de Danone? C'est le fameux, le célébrissime pot de yaourt. Le yaourt qui a été inventé en 1919, vous m'arrêtez si je me trompe, par le grand-père de Franck Ribot, et qui bénéficie même d'un décret, le décret yaourt. On n'a sûrement pas envie de l'amender parce que c'est avec lui que tout a commencé, on est d'accord? Absolument, oui. Le yaourt, c'est fondamental chez Danone. C'est la fermentation. La fermentation, c'est la vie. Et c'est ce que font 100 000 de nos collaborateurs tous les jours. On a un deuxième chiffre, 11,7 milliards. Chiffre Oncle Sam, c'est le montant en euros. On parlait avec Patrick Pouyanné d'une acquisition, de la très stratégique acquisition que vous avez faite de White Wave. Et vous êtes désormais leader mondial du bio et des laits végétaux. Il y a une vraie stratégie derrière tout ça, hein? Oui, c'est la stratégie du futur. Les énergies renouvelables du futur pour l'alimentation, ça passe aussi par des diètes différentes, des pratiques alimentaires différentes, un lien à l'agriculture différent et le végétal en fait absolument partie. Donc Danone a pris de plein pied sa part à cette aventure du futur avec White Wave. On parle d'aventure. Tiens, justement, aventure entrepreneuriale et puis aventure personnelle, Emmanuel Faber. 23 chiffres toujours plus hauts. Alors vous aimez les ascensions, vous aimez gravir les sommets. Alors au-delà du dépassement de soi, c'est l'esprit de cordée qui vous anime. Alors on imagine que vous avez fait le Mont Blanc, Evian oblige. Non? Bon, il faut le faire. Mais il y a un sommet que vous avez tenté, m'a-t-on dit, 23 fois et qui vous résiste encore. Ah oui, enfin, l'escalade, c'est un endroit où on ne peut pas se mentir, je me le recommande vigoureusement, qui est un endroit où on s'engage entièrement, corps, esprit, on s'engage en ce qui me concerne à 2 systématiquement, et puis il y a des moments où ça passe et des moments où ça passe pas. Donc quand les conditions naturelles ne passent pas, quand la condition physique ne passe pas, quand le mental ne passe pas, ben on réessaye plus tard. Donc c'est la persévérance, mais c'est l'aventure de toute une vie. Donc 23 fois, c'est pas la dernière. Oui. Voilà, Emmanuel Faber est avec nous. Emmanuel Faber, l'opiniâtre. Merci d'être avec nous. Installez-vous et rejoignez nos invités.
Je vais appeler le délégué général de Malakoff Médéric qui nous accueille sous cette tente plénière, Monsieur Thomas Saunier, qui nous rejoint. Merci de l'accueillir. Ah ben j'avais un micro. Bonsoir Thomas Saunier, merci d'être avec nous. Allez, j'ai 3 chiffres pour vous aussi. 6 chiffres Malakoff Médéric assure. Alors qu'ils soient assurés particuliers ou salariés, je crois qu'ils sont plus de 6 millions à être couverts en santé et prévoyance par Malakoff Médéric, et même le double si on ajoute la retraite. Alors il y a des recouvrements entre les deux, entre les 6 millions de personnes salariées couvertes en assurance et les 6 millions en retraite, mais ce qui nous donne quand même un éventail assez large et ce qui nous permet de faire un certain nombre d'études que je vous invite à retrouver sur le comptoir MM de la nouvelle entreprise, qui est un site qu'on a lancé aujourd'hui même. 0, chiffre, ça fait du bien là où ça fait mal. 0, c'est le reste à charge en optique, en dentaire et en audioprothèse souhaité par le gouvernement. Et d'ailleurs, un objectif réaliste selon vous, grâce à la mise en place de réseaux de soins. Vous y croyez? Oui, de façon plus générale, les objectifs, ils peuvent être partagés et ils peuvent être atteignables ou pas atteignables suivant qu'on s'y prend avec le dialogue ou avec la réglementation. Et le message qu'on voudrait faire passer, c'est qu'avec le dialogue, vraisemblablement qu'on peut y arriver. Si on réglemente trop, là, en revanche, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Le message est passé, on est bien d'accord. On va terminer avec le chiffre personnel. 20, chiffre cap sur la détente, 20 ou plutôt 2B. C'est un peu votre deuxième chez vous, c'est tout près de Calvi. Que m'a-t-on dit, vous avez retapé une bergerie et la Corse est une sorte de cure de bien-être que vous vous accordez le plus souvent possible. Tout à fait, c'est une région que j'adore, mais en même temps c'est une région dans laquelle il faut rester discret, donc je ne m'étendrai pas plus. Donc voilà, merci. Vous avez beaucoup d'amis là-bas et vous tenez à les conserver. Thomas Saunier, merci de l'applaudir, il nous rejoint. Et puis on va terminer avec la directrice générale de Transavia France, Nathalie Stubler, qui est avec nous. Merci de l'accueillir aussi chaleureusement que nos 4 autres invités. Bonsoir Nathalie Stubler. Bonsoir. Merci d'être là. Transavia, on n'entend parler que de Transavia. Vous noterez le côté corporate. Oui, très bien. 3 chiffres décollage, justement, la success story de Transavia France. C'est un coefficient multiplicateur qui fait des envieux. Croissance multipliée par 3 en 5 ans. Et c'est un peu plus de 100 collaborateurs nouveaux par an, hein, c'est ça? Oui, ces 5 dernières années, une énorme croissance pour Transavia France, pour atteindre plus de 5 millions, 5,3 millions de passagers en 2016. Et sur ces 5 ans, on a embauché 500 collaborateurs. Vous êtes quoi, à peu près 1000 aujourd'hui, c'est ça? Pas loin. Autre chiffre, 400, chiffre altitude service. Hôtesses et stewards sont, si j'ai bien compté, 400 à voler avec les passagers Transavia et avec le sourire. Prix, sympathie, synergie, groupe, c'est un peu la recette du succès, c'est ça? Oui, alors vous avez bien fait de citer les personnels de cabine. Ils étaient même un peu plus nombreux cet été, parce qu'on en a eu un peu plus pendant la pointe estivale. Et ce sont eux qui font beaucoup le succès de l'entreprise. Les clients les apprécient énormément. Ils sont toujours très très bien notés. Et c'est eux qui nous tirent. J'ai testé, sûrement vous aussi, hein, donc c'est vrai. Et revenez tester, ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, venez. Quelque part. Et puis le chiffre personnel, 7, c'est un chiffre entre ciel et mer, quelque part, parce que vous êtes une voileuse. Depuis l'âge de 7 ans, vous écumez les mers, les plans d'eau. Et alors, c'est un bon plan, puisque c'est au gré des flots que vous avez rencontré un voileux qui est devenu votre époux, paraît-il. Voilà, et on continue à faire de la voile, on continue à faire de la voile en famille. Cet été, c'était une régate tous les 5. Donc voilà, c'est aussi de façon de s'échapper, de prendre la mer. Voilà. Elle est ni en mer, ni dans les airs, elle est sur terre avec nous. Merci Nathalie Stubler d'être avec nous. Merci de l'applaudir. Alors, mesdames, messieurs, je vous propose le mode opérateur suivant. D'abord, une petite introduction, environ 2 minutes. Je vais prendre un micro pour Patrick Pouyanné, avec qui on va commencer. On parle de libérer l'entreprise. Vous allez nous dire chacun à votre tour ce que ça signifie, ce que vous attendez, ce que vous interprétez dans cette thématique. Ensuite, notre débat, puis un mot de conclusion. Chacun à votre tour, pendant 1 minute, vous exprimerez un souhait, vous formerez un vœu. Et je le disais, Bruno Le Maire est très attentif. Patrick Pouyanné, libérer l'entreprise. Qu'est-ce que vous... Quand j'ai vu le titre, d'abord j'ai cru que c'était un slogan, vous savez, libérer l'entreprise, là, comme des nationalistes veulent libérer des gens injustement embastillés. Donc je crois que d'abord, l'entreprise n'est pas du tout en prison. Faut pas, en tout cas, j'ai pas le sentiment que ce le soit, même si de temps en temps,
dans notre pays, on a l'impression qu'elle est responsable de beaucoup de délits, elle est accusée de beaucoup de choses, donc il faut lutter contre ce sentiment. 2, c'est pas du tout une prison, au contraire, une entreprise, on le sait tous, c'est une merveilleuse entreprise humaine d'abord. On cherche à innover, à croître, à se développer, donc il y a un vrai moteur dans une entreprise. Je crois que derrière le titre, il y a l'idée qu'il y a des contraintes excessives, de diverses natures, et qu'en plus ces contraintes excessives, peut-être qu'on les subit plus dans notre pays par comparaison à d'autres avec lesquels nous sommes en compétition, qui est une espèce de double peine. Alors, je viens du Danemark, puisque je vous ai dit que j'étais en train d'écrire. Alors, le Danemark est un pays qui, paraît-il, fonctionne bien, et alors j'ai posé à mes interlocuteurs, je dis, mais c'est quoi la recette au Danemark? Et alors, on avait Maline Ridal ce matin, d'ailleurs, qui nous a parlé de cette recette. J'ai retenu 3 mots qui m'ont beaucoup frappé, parce que je pense qu'ils sont très révélateurs de ce que je dis souvent dans mes discours. Le premier, c'est qu'ils m'ont dit, d'abord, il y a une très grande flexibilité, mais qui est alliée à une grande sécurité. Donc au Danemark, la flexibilité du droit du travail est absolument magique, c'est-à-dire que ça se passe au niveau de l'entreprise. Vous pouvez effectivement rompre des contrats de travail par SMS, mais en l'inverse, il y a une très grande sécurité donnée aux salariés, et notamment un système de formation permanente qui est extrêmement performant, qui fait que tout salarié revient immédiatement dans des systèmes de formation s'il perd son emploi. Le deuxième mot qu'ils m'ont dit, ça fait 20 ans que la politique fiscale au Danemark n'a pas changé. Donc lisibilité. 20 ans. Donc stabilité, c'est le deuxième mot, et ça, mais ça vient peut-être du fait d'ailleurs qu'au Danemark, depuis 20 ans, c'est des gouvernements minoritaires qui se succèdent et qui doivent faire du consensus, mais ça marche. Troisième mot, alors ça c'est pour Monsieur le ministre, ils m'ont dit, au Danemark, on a un État efficace, qui est frugal, parce que dans ce consensus, il y a l'idée que chaque couronne dépensée par l'État doit être absolument justifiée au sein du Parlement. Donc État efficace, stabilité, flexi-sécurité, voilà les 3 recettes. Et je pense que finalement, à la fin, c'est ça qui donne confiance et qui va faire de la croissance. Alors j'ajouterais, il ne faut pas non plus, et je prends 1 minute de plus, que les entreprises demandent toujours à l'État de faire. Parce que si on parle de libérer l'entreprise, c'est bien parce que quelque part, dans notre pays, nous, entreprises, on est jugés quelque part aussi comme peut-être pas assez aimés, pas assez responsables. Je crois quand même que, moi, une des leçons que j'ai retirées de ce qui s'est passé au printemps, c'est quand même, vous avez vu, 50% des gens au premier tour ont voté contre tout un tas de systèmes. Et quand on regardait l'analyse des votes, c'était quand même profondément des territoires délaissés et des jeunes défavorisés, des gens exclus. Je crois que nous, entreprises, on n'est pas simplement là pour créer des richesses, on a une place dans la société. Et qu'il faut qu'on réinvestisse ce champ sur ces 2 terrains. Et c'est la volonté que j'ai chez Total, par exemple, sur la formation, sur les jeunes. Il faut absolument lutter contre le fléau. On ne peut pas attendre que l'État fasse tout. Donc prenons-nous en charge, et nous les plus grands, bien évidemment. Donc on a décidé dorénavant qu'on allait prendre 5000 apprentis. On est en train de le faire sur 3 ans. Oui. Et puis deuxièmement, par exemple, créer une école de la 2e chance dans les métiers industriels. Et je crois qu'il faut qu'on se réinvestisse ce champ, nous, entreprises, pour être plus adoptés, et à ce moment-là, on nous libérera plus. Mais c'est un ensemble qui va ensemble. Il y a un cercle vertueux, c'est nous et la société, et pas simplement nous vis-à-vis de l'État. Voilà, le message est passé. Merci Patrick Pouyanné. Christiane Lambert, on vous écoute, libérer l'entreprise. Alors, libérer l'entreprise, c'est probablement lui faire davantage confiance. Elle n'est pas en prison, mais elle est quand même un peu corsetée, l'entreprise, en France. Surtout quand elle est, comme nous, agriculture, pour le secteur agricole, très en lien avec le vivant, le climat, le sanitaire. Et libérer l'entreprise, pour moi, je vais l'exprimer en 3 mots, un petit peu à l'image de mon voisin. Nous voulons, nous, une agriculture compétitive, durable et résiliente. Compétitive, parce qu'on est dans un marché concurrentiel. L'enjeu alimentaire, aujourd'hui, nourrir en 2050 9 milliards de personnes, fait que tous les pays qui ont du potentiel ont envie de contribuer à ces équilibres alimentaires mondiaux. Et la France peut et doit jouer un rôle. Mais la compétitivité, ça se construit au quotidien par du financement, de la fiscalité, de l'esprit d'entreprise. Et cette compétitivité, aujourd'hui, pour les entreprises françaises, elle est un petit peu en panne dans certains domaines. Donc nous avons, nous, besoin d'une fiscalité rénovée, de financement intelligent, de flexi-sécurité pour certains dispositifs. Nous avons besoin d'une politique agricole commune réaffirmée. Nous avons soutenu un candidat pro-européen parce que l'Europe, c'est notre maison. Et nous souhaitons que dans les débats à venir, le budget de la PAC ne soit pas rabougri, mais soit bien un budget d'accompagnement et d'orientation pour l'agriculture et l'agro-industrie française. Donc ça, c'est le premier point. Premier point, une agriculture durable. L'agriculture française est dans la transition écologique, est en marche dans la transition écologique depuis 20 ans. Et nous en avons assez d'être catalogués comme des ringards qui ne veulent pas avancer.
Mais quand on a, comme à l'agriculture, la responsabilité de 56% du territoire français, c'est la surface agricole cultivée, 87% avec la forêt, c'est beaucoup plus difficile que quand on a un jardin ou un balcon où on plante des tomates cerises pour se faire plaisir. On voit très bien la métaphore. Troisième point, Christiane Lambert. La durabilité et la performance économique, écologique et sociale, c'est notre quotidien depuis 20 ans et nous avons été innovants. Et si on a le temps, je vous donnerai quelques exemples. Et que ça s'appelle agriculture durable, raisonnée, de précision, agriculture intelligente, peu importe, le mouvement est engagé. Et c'est vrai que parfois, quand on entend certains nous donner des leçons de durabilité, ça nous fait un peu râler. Voilà. Râler, je suis polie, râler. Résiliente, pourquoi ? Ce qui caractérise aujourd'hui l'agriculture et notre contexte, c'est la volatilité. Volatilité des prix, on voit le yo-yo des prix. Je suis producteur de porc, j'ai eu plus 50% sur mon prix de vente en 7 mois. Ça fait rêver, quand c'est dans le sens de l'augmentation. Quand ça repart à la baisse, ça fait extrêmement peur. Volatilité du climat, le climat très changeant, les inondations, tout ce qu'on a vécu l'année dernière, la canicule, la sécheresse, qui fait que les vendanges vont être historiquement basses avec 30% de récolte de vendanges en moins. Jamais ce niveau-là depuis 1945. Donc la volatilité du climat, des prix, la volatilité sanitaire, regardez le sud-ouest, 1 milliard de perdus avec l'influenza aviaire. Ça fait qu'on a aujourd'hui besoin dans nos entreprises pour gérer cette volatilité d'outils nouveaux, d'outils de sécurisation. La première des sécurisations, c'est le contrat avec notre acheteur. C'est la possibilité de stocker de l'eau quand elle est abondante pour pouvoir irriguer nos plantes et non pas attendre qu'il pleuve en priant. Ça aide parfois, mais ça ne fait pas tout. La possibilité... Monsieur Faber ne me contredira pas. La possibilité aussi d'avoir des assurances adaptées à notre secteur d'activité, d'avoir une épargne de précaution, Monsieur le Ministre, qui soit à la hauteur de ce dont nous avons besoin, et non pas des dispositifs rabougris qui correspondent à l'agriculture d'il y a 15 ans. On va y revenir. La résilience, ça se construit, et nous, on a besoin de rentrer dans cette résilience. Voilà. On peut l'applaudir. Christiane Lambert, sacré plaidoyer. Thomas Saunier, quand on est au cœur de l'humain, comme avec Malakoff Médéric, alors libérer l'entreprise. Libérer l'entreprise, c'est quoi? Il y en a beaucoup ici qui pensent à la baisse des charges, qui pensent à l'allègement de la réglementation, et j'en sais quelque chose. Mon secteur, on n'a pas été épargné en termes de choc réglementaire, puisque c'est le secteur de l'assurance. Et le plus dommageable dans tout ça, c'est que ça nous détourne de l'essentiel, à savoir le capital humain de l'entreprise. Le capital humain de l'entreprise, c'est la première richesse de l'entreprise, c'est le premier levier de performance. Et alors, libérer l'entreprise, c'est libérer l'esprit, c'est libérer le temps du chef d'entreprise pour qu'il puisse le consacrer au développement du capital humain, qu'il puisse mettre en place une ERH proactive, qui travaille sur la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, une mauvaise qualité de vie au travail baisse la productivité de 10%. Une bonne qualité de vie au travail, ça augmente la productivité de 12%. Il y a 22% d'écart entre une mauvaise et une bonne qualité de vie au travail. Libérer l'entreprise, c'est libérer le potentiel des collaborateurs en mettant l'humain au cœur du dispositif. Alors comment on peut faire? On peut travailler sur la santé, la qualité de vie au travail, on en parle. Et là, ça se dégrade. Depuis 4 ans, l'absentéisme a augmenté de 16% dans les entreprises. Deuxième levier, c'est l'engagement, la motivation, la confiance des collaborateurs. Et là aussi, il y a un certain nombre de chiffres qui sont bons, mais tous ne le sont pas. Par exemple, 1 salarié sur 2 dit ne pas avoir confiance dans les dirigeants de son entreprise. 20% des collaborateurs disent faire de la présence pour de la présence. Et ce taux, il monte à 25% pour les moins de 30 ans. 25% pour les moins de 30 ans. Donc ces jeunes générations qui sont de moins en moins attirées par l'entreprise, alors qu'elles cherchent du sens, elles cherchent du travail collaboratif. Donc voilà, donc libérer l'entreprise au travers d'une protection sociale proactive, New Age, en travaillant sur le capital humain, en travaillant sur la santé, la qualité de vie au travail, en travaillant sur la confiance. Ça peut paraître paradoxal parce que protection sociale peut être associée à charge. Pas du tout. La protection sociale, c'est un investissement et c'est faire en sorte que les collaborateurs soient présents, réellement présents, motivés et en confiance dans l'entreprise. Ouais. Donc un levier majeur. Voilà, épanouissement et développement des collaborateurs. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande d'applaudir Thomas Saunier. Nathalie Subler, pour la patronne de Transavia France.
Alors, moi j'ai déjà envie de démarrer par libérons l'entreprise, hein, ça a déjà été dit, ce n'est pas qu'un sujet à adresser au pouvoir public, c'est aussi un sujet du dirigeant de l'entreprise et puis de ses collaborateurs. Et libérons l'entreprise, pourquoi faire finalement? Pour plus de croissance. Alors on a été bien servi déjà chez Transavia, puisqu'on a multiplié, que vous l'avez déjà dit, la taille de l'entreprise récemment par 3. On est maintenant la première low cost au départ de Paris-Orly. Comme quoi, une low cost à la française, c'est déjà une belle réalité. Et on va continuer à le faire. On va continuer à croître dans le cadre du projet du groupe Air France-KLM. Alors pour réussir cette croissance, pour nous, c'est clé. Il faut qu'on se batte à armes égales avec nos concurrents. Le milieu du transport aérien en Europe est extrêmement concurrencé. Et nos concurrents n'ont pas leurs salariés basés en France. Certains d'entre eux utilisent des travailleurs détachés et d'autres emploient un peu de travailleurs en France. Ce qui veut dire que nous, on a 100% de nos salariés basés en France. Et donc, dans la différence sur les charges qui pèsent sur les salaires, eh bien, c'est là que la compétitivité ou le manque de compétitivité peut avoir lieu. Et donc, pour nous, il est clé d'harmoniser un peu plus cet élément important de la compétitivité de nos entreprises. Libérons l'entreprise, c'est aussi engageons nos collaborateurs. Là, on a cité tout à l'heure l'exemple des hôtesses et des stewards. On leur fait confiance chez Transavia. Ils ont beaucoup d'initiatives dans la relation commerciale et on pense que ça, c'est clé, effectivement, pour libérer l'entreprise et avoir plus de croissance, réussir plus de croissance. Enfin, libérons l'entreprise, c'est innovons. Innovons dans nos processus, innovons dans nos services, dans nos produits. On l'a déjà fait beaucoup dans le secteur aérien avec plus d'applications, plus orientées clients, facilitant également. L'innovation, on ne fera pas tout seul et c'est très important en France de pouvoir s'appuyer sur des startups. Elles sont très innovantes dans notre pays et on va continuer à s'appuyer sur ces leviers. Et enfin, l'innovation, eh bien, c'est important qu'elle ait lieu tout au long de la chaîne du voyage. Et là aussi, on a besoin des pouvoirs publics parce il faudra innover aussi en appui aux forces de police au moment des passages de frontières. Ça a été un peu difficile cet été, mais on pense qu'il y a là encore des moyens d'utiliser l'innovation. Donc en 3 mots, harmonisons, engageons et innovons. Merci beaucoup Nathalie Stubler, vous pouvez l'applaudir. On a beaucoup parlé d'humain dans les 4 présentations qui ont été faites. Ça vous va bien, Emmanuel Faber? Oui, parce que contrairement à ce qu'on dit, l'entreprise ne démarre pas et ne s'arrête pas par $1 ou $1. Elle commence et elle s'arrête par l'énergie des hommes et des femmes qui la créent, l'inventent, la développent et puis un jour s'arrêtent. Ce dont je peux témoigner sur ce thème-là, c'est celui simplement de la position de Danone aujourd'hui. On vit une véritable révolution de l'alimentation au niveau mondial parce que le système dominant de baisse des coûts des calories, coûts apparents, de standardisation arrive à une asymptote, il touche ses limites. Et face à cette révolution, il y a au fond 2 attitudes, celle de ceux et celles qui disent c'est fini, donc on en retire le maximum de valeur à court terme, on s'enrichit à court terme. Et puis il y a toutes celles et ceux qui inventent, qui essayent d'inventer le futur, ce qui nécessite pour beaucoup de se réinventer, et c'est le cas de Danone. Dans ce mouvement-là, il faut que nous nous libérions, mais essentiellement de nous-mêmes, sur trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est réinventer à partir du local. C'est fondamental de repartir de la diversité des diètes, des pratiques alimentaires, des traditions culturelles, de l'agriculture auquel elle s'adosse, qui est nécessairement diverse d'une façon ou d'une autre, de travailler sur des diètes plus saines. Et tout ça, c'est une réalité qui nous a amenés à disrupter, si je puis dire, nos organisations en créant un maillage de 30 entités qui aujourd'hui quadrillent la présence mondiale de Danone, en générant de l'autonomie pour ces entités et en commençant à donner dès aujourd'hui un pouvoir de décision global à des managers qui sont en situation régionale. Donc un principe de subsidiarité, de réseau,
à l'opposé des pyramides qu'on a construites, y compris celles que, par addition et souvent issues de la croissance, nous avons nous-mêmes construites. Deuxième levier, c'est nous libérer d'une certaine façon de notre conception de nos business models. Quand Antoine Riboud disait il y a 45 ans, la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête pas aux grilles de nos usines, qu'est-ce que ça veut dire au XXIe siècle? Et donc quand Danone lève 100 millions d'euros auprès de ses actionnaires pour un fonds de dotation qui investit entre autres dans l'agriculture et dans sa pérennité, je pense qu'on fait de l'innovation systémique. On est au début de ça, il faudra qu'on aille encore beaucoup plus loin. Ça nous a amené à prendre des postures assez avancées sur des sujets agricoles extrêmement concrets, y compris ici en France. Le troisième, c'est au fond de mettre en place une gouvernance qui libère l'énergie, le potentiel humain, le capital, non seulement d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise, mais toutes ses parties prenantes. Parce que l'invention du futur ne se fera pas seulement avec nos 100 000 collaborateurs, elle se fait déjà aujourd'hui avec tout un écosystème de personnes et d'institutions qui sont engagées dans cette transformation. Et pour ça, pour moi, il y a deux sujets fondamentaux. Le premier, c'est celui des rémunérations, du haut en bas ou l'inverse. Quand, avec Franck Riboud, on a décidé il y a 10 ans que dans les bonus annuels des 15 000 chefs d'équipe, managers de Danone dans le monde, le social et le sociétal seraient une partie significative de ce bonus, on a écrit un code, un logiciel de pensée, d'action différent. Quand on travaille ensuite sur la gouvernance et le code juridique de l'entreprise, on a fait l'année dernière une acquisition que vous avez citée, qui a été d'ailleurs, dont la finalisation a eu lieu il y a quelques mois, 11 ou 12 milliards d'euros. On n'en avait pas fait d'aussi importante depuis 10 ans. C'est l'une des toutes premières acquisitions en taille d'une entreprise française aux États-Unis. On a décidé de placer cette acquisition à l'intérieur d'une nouvelle forme juridique aux États-Unis qui s'appelle une Public Benefit Corporation, qui inscrit le logiciel de l'entreprise dans la création et le partage de la valeur normée par sa gouvernance. Et donc c'est très logique que quelques mois après cette annonce de l'année dernière, à l'Assemblée générale de Danone, avec l'assentiment unanime du Conseil, j'ai pu annoncer que Danone deviendrait une bicorp, c'est-à-dire le même schéma d'entreprise vissé dans nos statuts d'entreprise française pour assurer la visée sociale d'une entreprise, parce que je suis fondamentalement persuadé que dans cette pièce et bien au-delà, les entrepreneurs ne sont pas là que, et sûrement pas en priorité, pour gagner de l'argent. Une entreprise, ça s'invente parce que ça a une visée sociale, ça transforme le réel, ça, c'est l'utilité sociale. C'est le double projet de Danone, ça. Oui, hein, c'est le côté économique. Et puis... La réalité, c'est que c'est le double projet de toute entreprise qui dure. Elle dure parce qu'elle a une utilité sociale. Il faut remettre ça dans le logiciel. Je pense qu'il y a de ce point de vue-là un système juridique dans lequel on pourrait continuer à progresser. Et je pense que c'est critique, en particulier pour notre pays, parce que c'est ce qui permettra à toute une génération de réconcilier le social et l'économique. Et ça, c'est vraiment vital pour notre pays. Alors racontez-nous, je vous demande d'applaudir Emmanuel Faber. Pendant que je vous tiens, Emmanuel Faber, justement, libérer l'entreprise, création de valeur collective, ça c'est ce que vous faites au quotidien chez Danone. Vous parliez de la Bicorp. Racontez-nous un petit peu comment ça se concrétise, en particulier aux États-Unis avec Danone Wave, tout ce que vous avez mis en place et qui fait qu'effectivement on n'est pas que dans l'économique, mais aussi dans le social, dans l'environnemental, et que ça dépasse le cadre de l'entreprise. On a assisté depuis 40 ans à une financiarisation graduelle, consciente, inconsciente, tolérée, parfois même un peu plus, de l'économie, en tout cas des grandes entreprises. Je ne parle que de ce que je vis au quotidien. Elles vivent dans une tension qui a très clairement fait basculer un certain nombre de choses. Et je pense que c'est un excès. Nous devons absolument replacer l'équilibre pour pouvoir être en mesure d'investir sur le court, le moyen et le long terme. L'efficacité, on parle de développement durable, ça n'est pas un luxe, c'est juste l'efficacité d'après-demain, le développement durable. C'est penser au fait que des générations, vous mentionniez les racines familiales de Danone, ou même Louis Pasteur a fait tout à l'heure, il y a eu un mot sur Louis Pasteur, qui a fait des travaux qui ont d'ailleurs servi à la création de Danone et à son approche il y a un siècle.
tout ça, c'est une réalité collective qui fait partie de l'aventure, qui fait partie des racines sociales, culturelles d'une entreprise. Ça ne peut pas on ne peut pas en rendre compte dans l'équilibre actuel tel qu'il ressort pour les grandes entreprises cotées de nos relations avec beaucoup d'actionnaires. D'où l'opportunité que nous avons prise de caractériser ce double projet en optant aux États-Unis pour une nouvelle forme juridique qui est née en Californie en 2011 et qui a grandi dans les États. La loi fédérale est intervenue entre-temps et on a créé au Delaware une entreprise qui chapeaute cette acquisition, 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et dont les résultats, le conseil d'administration sera tenu pour responsable non seulement de ses résultats financiers, mais également de son impact social et sociétal, avec des mesures claires, un rapport d'audit qui devra être publié et qui nous rend donc responsables au sens premier du terme. Nous répondons de notre impact social aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'entreprise peut demander des choses, mais c'est aussi à elle de prendre ses responsabilités. Et vous le faites, Emmanuel Faber, avec vos équipes. Patrick Pouyanné, libérer l'entreprise, vous le disiez tout à l'heure, lieu de vie, d'innovation, d'épanouissement, de développement des compétences. Il faut parler aussi de ce qui fâche. Monsieur le ministre est face à vous. Les contraintes, le carcan dans lequel vous évoluez quand même. Non, mais d'accord, ok, tout n'est pas parfait, on n'est pas chez les bisounours, ça c'est clair. Mais en même temps, je ne veux pas participer ce soir à l'espèce d'autocritique. Enfin, on a une capacité dans notre pays de passer notre temps à critiquer les gens qui cherchent à faire. On a aujourd'hui un gouvernement à qui je pense qu'il faut prêter un certain crédit. Parce que si on attend que tout soit réformé par un coup de baguette magique en 2 mois, on ne va pas y arriver. Donc je pense qu'il faut un peu de constance. Il y a des réformes profondes qui sont engagées. Alors je suis sûr on va en parler d'ailleurs. Le ministre vous dira quelles sont les orientations. Encore une fois, moi je pense qu'il faut chercher à soutenir, à être positif. On a un président de gouvernement qui a été élu sur un programme pro-entreprise, pro-européen. Mais en même temps, et d'ailleurs la présence du ministre est mais en même temps, je le répète, donc c'est bien, réjouissons-nous, mais en même temps, dans un cadre, rappelons-nous de ce qui s'est passé, où 50% des Français étaient contre. Et d'où je rejoins ce qui est la question profonde, qui est, mais qu'est-ce qu'on leur répond? Et d'ailleurs, objectivement, nous, Total, qui sommes un des vainqueurs de cette mondialisation, on a été désigné, alors la mondialisation est devenue le bouc émissaire. Je ne pense pas que ce soit elle qui soit responsable de tout ça, mais on nous désigne comme des responsables du fait que les territoires se sentent délaissés, que des jeunes se sentent défavorisés. Donc je pense qu'on a un devoir, et en fait, en gros, ça revient à l'utilité sociale de l'entreprise, et qui est simplement, qu'est-ce qu'on fait pour rendre à la société? Et je crois que ça m'avait beaucoup frappé, tout ça, et c'est dans plein de pays au monde, ce phénomène-là. Aux États-Unis, Trump, etc. Il est très frappant qu'on réunit les grands chefs d'entreprise de se dire tout le monde se pose la même question. Et je crois que ça veut dire que, en fait, il faut qu'on arrête de croire que les États vont tout régler, qu'au XXIe siècle, dans un monde complexe, où tout s'interconnecte, les États doivent fixer un cadre, mais c'est après à nous, entreprises, aussi de nous prendre en charge et d'aller répondre aussi à ces attentes de la société. Alors, je ne l'exprime pas avec les mêmes mots qu'Emmanuel Faber, mais je pense qu'en France, par exemple, vous voyez, nos entreprises, si aujourd'hui Total est ce leader mondial, c'est parce qu'on a développé un gisement, LAC, pendant 50 ans dans le sud-ouest de la France. Ce gisement, il est épuisé. Je n'ai pas vraiment de raison, quelque part, dans la rationalité économique. J'ai réinvesti en Russie, en Afrique, etc. Finalement, je peux tourner la page de LAC, ma rationalité économique. Et bien, on a décidé de faire le contraire. On a décidé, non, ce territoire-là, il faut qu'on s'y intéresse. Il faut qu'on réindustrialise. Et il faut qu'on continue à sponsoriser le club de rugby. Ce n'est pas simplement parce que j'aime le rugby, c'est parce que quelque part, je pense que l'entreprise Total, qui est ce que nous sommes aujourd'hui, on le doit au passé et à l'AC. Et que si on passe notre temps à abandonner les territoires qui ont fait notre richesse d'aujourd'hui, eh ben, les populations nous rejettent. Alors ils disent, la mondialisation, c'est pas possible. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive. L'entreprise mondialisée et ancrée dans les territoires. L'entreprise mondialisée, elle est ancrée dans des territoires. C'est notre passé. Et pas simplement ceux où je suis aujourd'hui ou que je restructure, mais ceux de l'ancien. Et je crois qu'il faut qu'on ait ce lien. Une entreprise, c'est comme l'a dit Sylvain Watteau, c'est une histoire, c'est des valeurs. On a réécrit tout ça depuis 3 ans dans notre groupe. À un moment, on avait des sujets économiques. Mais je pense que c'est très profond. Et c'est la même chose, encore une fois. Je me sens quelque part, je ne sais pas comment,
on doit répondre à ce qui est pour moi dans notre pays aujourd'hui le challenge le plus important, c'est tous ces jeunes qui sont pas formés, qui cherchent un emploi, qui sont perdus, il faut qu'on leur apporte une réponse. Et ça peut être autrement que simplement les employer chez nous. Mais on peut les donner les pieds à l'étrier, les former et rentrer dans un... Alors les perspectives, vous en parlez à l'instant, Patrick Pouyanné, perspectives, territoire. Christiane Lambert, évidemment, ça vous parle. On parlait de mondialisation avec Patrick Pouyanné. C'est vrai que vous me confiez que l'agriculture est un peu victime, enfin c'est un peu la cible idéale et vous avez envie de plus de souplesse, de plus de flexibilité, de plus de visibilité aussi pour les agriculteurs. J'adhère assez à ce que vient de dire M. Pouyanné à l'instant. Nous n'attendons pas tout de l'État. C'est clair. Mais il y a des choses qui sont possibles. Et nous n'aimons pas beaucoup en ce moment les aquabonistes. Je m'explique. Le président Macron a engagé un gros chantier, les États généraux de l'alimentation. Tout à l'heure, M. Faber disait, l'entreprise, c'est bien plus que l'entreprise. L'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture. Savez-vous combien de ministres sont autour de la table pour les États généraux de l'alimentation? 12. Alors, comme le nombre de visiteurs au MEDEF, mais ce n'est pas les mêmes. 12 ministres pour parler des États généraux de l'alimentation. Pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est de l'emploi, 14% des emplois français. Donc tout ce qui est charges, pénibilité, contraintes, apprentissage, etc., tout ça, ça nous concerne. L'agriculture, ce sont des territoires entretenus partout. La France est belle parce qu'elle est cultivée. La France est visitée, bravo pour le tourisme, les hôtels, l'accueil, etc., parce qu'elle est cultivée partout. Il n'y a pas mal la même agriculture en Savoie et dans la Beauce. Mais on ne peut pas faire l'agriculture de la Beauce en Savoie et vice-versa. Et la territorialisation des enjeux agricoles, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette diversité-là, qui n'est pas comprise à l'intérieur du périphérique, on a besoin d'expliquer. Quand j'entends... C'est ce qu'évoquait d'ailleurs Pierre Gattaz hier avec les territoires et la ruralité. Quand j'entends certains beaux esprits dire aujourd'hui « il faut changer le modèle agricole », ils le disent, ils le chantent, ils le clament. Mais qui viennent voir ce qu'est l'agriculture. Oui, et qui disent l'agriculture industrielle, c'est un gros mot. Hein, voilà. Soit c'est Apocalypse Now, soit c'est la petite maison dans la prairie. Eh bien... Merci, Madame Ingalls. Eh bien, moi-même et beaucoup d'autres, nous sommes entre les deux. L'agriculture, c'est aussi l'alimentation, la santé, le plaisir de manger, malgré tout ce qui est dit en ce moment sur d'autres régimes qui pourraient, paraît-il... Donc ça veut dire qu'il faut une belle et bonne agriculture et en même temps un principe de réalité. Alors, les États généraux de l'alimentation doivent aussi poser une question clé, comment redonner de la compétitivité aux exploitations agricoles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous diriez On a quand même aujourd'hui une panne générale du revenu des agriculteurs. En France, on a eu une certaine façon de faire la distribution alimentaire. 4 aujourd'hui enseignes distribuent 90% de l'alimentation. Et en France... Et j'apprécie ce que j'ai dit sous la plume de M. Faber récemment, on ne paye pas suffisamment notre alimentation. Beaucoup de familles ont aujourd'hui 1, 2, 3, 4 abonnements à des smartphones de plus en plus performants, de plus en plus coûteux. Par contre, pour manger, ça ne doit pas être cher. Eh bien non, la qualité alimentaire, ça a un prix. Nous sommes le pays... Nous sommes le pays de la gastronomie. Partout où vous allez dans le monde, de quoi on vous parle? Du cassoulet, du foie gras, du vin, etc. etc. Ça, c'est nous, la France et les agriculteurs. Nous sommes le pays de la sécurité sanitaire et alimentaire. Et je le dis parce que quand la présidente de l'OMS, médecin, a voulu célébrer la Journée mondiale de la santé, où est-elle allée? En France, à Rungis. Parce que la France est le pays de la sécurité alimentaire. Et quand certains communicants ont parlé de malbouffe, ils ont taclé par derrière l'agriculture française et l'agro-industrie française. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Eh bien, cette agriculture-là, elle a besoin de revenus. Aujourd'hui, on a poussé au bout du bout, et M. Faber a raison, une certaine standardisation, et penser qu'on peut se nourrir toujours moins cher, oui, le dogme du prix bas, ça a des limites. Donc plus vert, c'est plus cher, on saura tout produire, on sait faire plus de bio, plus d'origine, plus de qualité, plus de segmentation, plus de bien-être animal. Il n'y a aucun problème si on a de la rentabilité dans nos entreprises agricoles et si on a un retour de centimes. Et ce que nous proposons, nous, non pas à l'État pour le coup, mais à l'opinion, aux citoyens, aux consommateurs, c'est un double pacte. Un pacte économique et sociétal. Un pacte économique en disant redonner un peu de valeur à l'alimentation, renvoyer quelques centimes, qui sur le litre de lait, qui sur le kilo de porc, qui sur le kilo de fruits,
Et les agriculteurs pourront en retour répondre à toutes vos attentes qualitatives et vous aurez plaisir à manger français. Voilà, c'est dit. Patrick Pouyanné va réagir 2 petites secondes et je passe la parole à Nathalie. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Il ne faut pas qu'on se dénigre nous-mêmes. Moi, quand je vais à l'étranger, dans tous les pays que je visite, il y a toujours un très fort corpus positif. On ne se dénigre pas nous-mêmes et on ne se critique pas. Je crois qu'on a plein de chance dans ce pays, mais pas d'autoflagellation. Jouons sur nos forces. Oui. Inutile d'afficher nos faiblesses. J'ai répondu à des interviews de Bloomberg et CNBC qui voulaient me faire dire tout le mal que je pensais du gouvernement français. J'ai bien évidemment dit que j'avais le meilleur gouvernement au monde. Non mais je pense que franchement, on est les ambassadeurs, c'est très important que quelque part, parce que tout ça, c'est un état d'esprit et la confiance. Et c'est comme ça qu'on investit, qu'on se développe et qu'on croit entre nous. Pardon. Nathalie Subler, la confiance. Être les ambassadeurs de la France, pas d'autoflagellation. Quand on est comme Transavia avec un trafic qui croît, où on accueille des touristes, vous disiez tout à l'heure, des enjeux de compétitivité, des enjeux aussi d'engagement des collaborateurs. L'humain est un peu le fil rouge de cette table ronde. Racontez-nous justement ces enjeux de compétitivité par rapport à ce que les autres compagnies vivent. Alors, je vais citer quand même les chiffres du groupe auquel j'appartiens, les chiffres du groupe Air France. Sont les mêmes à peu près pour nous, mais pour Air France, 50% des clients sont internationaux, mais 96% des salariés sont basés en France. Pour Transavia, c'est 100% des salariés basés en France. Toute notre croissance, les 500 collaborateurs qu'on a récemment embauchés, 500 collaborateurs basés en France. Tous nos compétiteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont basés dans d'autres pays et emploient très peu de personnel basé en France. Donc ça veut dire régimes fiscaux complètement différents. Et donc, par conséquent, le sujet de la compétitivité, c'est sur les charges qui pèsent sur les salaires. Effectivement, quand on se compare à 100% basé en France, à 0% basé en France, effectivement, c'est là où le gap se fait. Dans d'autres pays en Europe, le taux est différent. Il y a des systèmes aussi de plafonnement. Si on regarde les charges sur les salaires payés par le groupe Air France, l'écart par rapport aux voisins européens, selon les pays, il est entre 500 millions et 750 millions d'euros à l'échelle du groupe. Donc c'est quelque chose d'assez colossal pour nous, d'assez important. Et donc dans le jeu, en tout cas du transport aérien européen, qui est un jeu extrêmement concurrentiel, pour nous, ce sujet-là est clé, évidemment. Il sera adressé, le gouvernement a lancé des assises du transport aérien aussi au début de l'année prochaine. Et donc, ce sera un des thèmes de ces assises. Emmanuel Faber, une réaction. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Parce que il y a derrière cette question du low cost, on le sait depuis très longtemps, il y a la réputation du low cost en France est déplorable. Pas toutes les low cost. Non, mais elle l'a été. J'ai été récemment en discussion avec la présidente de l'autorité de la concurrence, dont le rapport annuel commence, quand on l'ouvre, par devoir expliquer aux Français pourquoi elle existe et en quoi la protection de la concurrence, c'est une bonne chose, parce que la concurrence, c'est bon pour quelque chose. Et l'exemple du low cost figure dans la page 3 de ce rapport annuel en expliquant en quoi le low cost, qui a transformé complètement, qui a bouleversé l'industrie européenne du transport aérien, a apporté des touristes, de l'hôtellerie, de la location, de la revitalisation des territoires. Et je me permets de prendre cette balle au bond parce que je reviens sur ce que je disais. On est dans un pays dans lequel il y a un divorce entre la notion d'entreprise, le faire, la concurrence, et pourquoi est-ce qu'elle sert à quelque chose quand elle est régulée, et surtout quand elle a une visée. C'est pour ça que je reviens sur la question de l'utilité sociale de l'entreprise. Je pense que parmi les éléments qui peuvent réconcilier, qui doivent absolument réconcilier les Français avec l'entreprise et avec l'économie, il y a le fait que la concurrence et le marché, lorsqu'il propose des solutions qui sont responsables, avec une visée sociale, est quelque chose qui fait progresser l'ensemble du tissu social et en fait du lien social, du contrat social qui unit les Français. Vous disiez tout à l'heure, cette alimentation qui fait qu'on construit demain aussi, ça rejoint ce que disait Christiane Lambert. C'est-à-dire qu'en mangeant aujourd'hui, c'est une façon de construire demain et de faire des choix aussi. Oui, c'est-à-dire, c'est un vaste débat qui a lieu
ailleurs ces jours-ci, donc on ne va pas le faire ici. C'est les États généraux de l'alimentation. Je suis moi aussi vraiment impressionné par la mobilisation autour de ces États généraux. Je pense qu'il y a un véritable enjeu de qualitatif, de reconnaissance de spécificité, d'acceptation du fait que la déflation qui est réelle dans les produits laitiers frais, sur le rayon laitier frais, on a perdu 13 ou 14% de prix de vente en 3 ou 4 ans. Quand Danone, d'un autre côté, donne à peu près 1% de pouvoir d'achat à ses salariés chaque année en France, et nous produisons l'ensemble de ce que nous vendons en produits laitiers frais en France, c'est collecté dans une zone de 50-60 km autour de nos 5 usines, auprès d'éleveurs en direct. On est dans un modèle dans lequel il n'y a pas de futur. Et donc, pour préparer ce futur, il faut que nous acceptions ce qu'on a fait d'emblée en 2015, de déconnecter le prix du marché du lait de nos opérateurs et de nos zones de collecte. On a donc offert de façon unilatérale une prime qui leur a permis de passer les mauvaises années, qui leur permet en ce moment de passer les mauvaises années. On parle de 3 000 € à peu près en moyenne par agriculteur et par an. Christian Lambert prend des notes d'ailleurs. Ouais. Et qui est un schéma de contractualisation qui va lisser à l'inverse, évidemment, le moment où ça va remonter, mais on les aide à travailler sur leurs coûts et sur leurs marges. Ça ne fonctionne que parce qu'on a une vision de long terme. L'agriculture, ce sont des cycles naturels, des générations. Et donc, on ne peut pas... On travaille sur le vivant, comme disait Christian Lambert. Absolument, voilà. Donc, je pense que cette vision des cycles systémiques, écosystémiques, elle est fondamentale pour recréer le lien social et la vision qui permet d'investir sur tous les horizons de temps. Thomas Saunier, on parlait, vous nous disiez tout à l'heure, développer les collaborateurs, permettre aux ressources humaines de s'emparer de ces sujets-là, réallouer du temps en simplifiant pour justement favoriser l'accompagnement des collaborateurs, et puis aussi d'un autre côté, accompagner les entreprises aussi dans le développement du capital humain. C'est des démarches que vous avez en interne chez vous et puis au service des entreprises que vous accompagnez. Oui, enfin... Je crois que on est pas mal à être d'accord sur le fait que le capital humain, c'est le premier levier de compétitivité. Et que l'objectif, et c'est le thème d'ailleurs de ces universités d'été du MEDEF, c'est la confiance. Et du coup, c'est comment redonner confiance au capital humain, au corps social de l'entreprise. Et je pense que ça passe par 3 choses. La première, c'est la compétence. Et M. Poinet en parlait tout à l'heure. La compétence, les nouvelles technologies font que certains collaborateurs n'ont plus les compétences. Et donc, une réactualisation des compétences, c'est absolument indispensable. On a parlé aussi de la qualité du travail. Un écart énorme. 10% d'un côté, moins 12% de l'autre. C'est juste énorme. Le troisième sujet, je crois que c'est l'autonomie. Et Nathalie en parlait tout à l'heure. Elle a laissé énormément d'autonomie. Emmanuel Faber aussi nous disait, on redonne la main au territoire. Il y a ces 30 points d'ancrage sur tout le globe. Et puis, les hôtesses et stewards, allons-y pour la qualité de service. Exactement. Donc, laisser l'autonomie aux collaborateurs au sein de l'entreprise. Et qu'après, en termes de réglementation, on laisse l'autonomie à l'entreprise, au chef d'entreprise. Et moins de réglementation, ça soulagerait, ça permettrait justement d'être plus focalisé sur le capital humain. Parlez-nous de ce comptoir de la nouvelle entreprise, justement, puisqu'on est en train de parler d'innovation au service de l'humain. En fait, notre métier premier, c'est un métier d'assureur, donc en prévoyance et en santé. Et en fait, il est en train d'évoluer. On n'est plus là uniquement pour rembourser la boîte de médicaments, pour caricaturer, mais on est là pour aider nos clients. 80% de nos clients sont des entreprises, pour aider nos clients à les accompagner et faire en sorte de protéger, d'accompagner, de faire progresser le capital humain de chacune des entreprises qui sont clientes chez nous. Et ça passe par un développement d'un maximum de services. Donc on n'est plus un métier d'assureur proprement dit, mais on devient un vrai métier de service. Patrick Pouyanné, on parle beaucoup de l'humain. Vous évoquiez tout à l'heure ces 5000 contrats d'apprentissage. Florence Poivet est là, attentive. Et puis, il y a des nouvelles choses qui vont se passer dans les stations. Outre ces contrats, il y en avait 1200 en 2015. Vous allez passer à 5000. Cette égalité des chances. Et puis, ce que vous allez faire aussi dans les services de proximité dans les stations. Racontez-nous. Non, mais l'idée, elle est simple, ça renvoie, il y a aujourd'hui des gens, quand on regarde, on a réduit le nombre de stations de service en France de 40 000 à 4 000. On a un problème de service aux gens.
Et donc l'idée, c'est de revenir vers les territoires, toujours la même idée, et donc de réimplanter, de ramener du service de proximité, qui ne soit pas d'ailleurs que les carburants, parce que finalement, une station-service, ça peut être une boutique où les gens vont trouver à manger, etc. Donc l'idée, c'est de mailler le territoire pour qu'en gros, on ait 80% des Français qui soient à moins de 15 minutes, je crois, d'une station de chez nous. Ce qui n'est pas si simple que ça aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Donc ça fait partie des enjeux qu'on a. Mais je voulais revenir, puisque tout à l'heure, vous m'avez dit qu'est-ce qui ne va pas en France. Alors, pour l'instant, le débat est parti sur l'humain. Alors, je vais non, mais qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Voilà. Moi, je ferai deux ou trois messages au ministre, parce que cet été, je n'ai pas pu m'empêcher de bondir, et pourtant j'avais échangé avec le ministre, mais sur le fait qu'on imaginait en France taxer les grandes entreprises en augmentant la fiscalité la plus stupide qui existe dans ce pays, qui est la C3S, qui est une fiscalité sur la production, sur le chiffre d'affaires. Quand je vois qu'on puisse imaginer des trucs pareils, moi, je ne comprends plus ce qui se passe. Franchement, on nous dit qu'on a un problème de désindustrialisation, qu'on a un problème qu'il faut recréer de l'activité en France, et on a cet impôt totalement ridicule. On n'est pas taxé sur le résultat, on n'est pas taxé sur les bénéfices, on est taxé sur le fait qu'on croit et qu'on se développe. Comme si on devait castrer les gens qui croissent et qui créent des chiffres d'affaires supérieurs. C'est quand même... Donc, monsieur le ministre, c'est un peu si à la fin de tout ce que j'entends, on en arrive à augmenter la C3S, je pense que ce jour-là, j'arriverai à m'exprimer publiquement pour dire que je ne comprends plus ce qu'on fait et qu'il y a une inconsistance dans les discours et la réalité. Ça, c'est un exemple que je voulais. Un deuxième plus positif, moi, quand j'analyse ce qui se passe dans les facteurs à l'étranger, je pense qu'on a notre pays, on dit souvent comment on fait pour passer des startups, on a l'impression qu'on a un écosystème qui fonctionne bien, qui renvoie d'ailleurs une éducation performante, pour qu'elles arrivent à passer le cap, pour passer de la startup à quelque chose qui se développe. On a toujours un mur à 100, 200 millions. Je crois qu'on a une question d'accès au capital. La grande force de l'économie américaine, c'est qu'il y a du capital. Et d'où vient ce capital? C'est simple, c'est les fonds de pension. On ne veut pas le dire, on passe notre temps à s'arc-bouter sur notre système de retraite dans notre pays. Moi, je pense que tant qu'on ne mettra pas sur la table le fait que... Et c'est la réalité de ce qui se passe dans ces pays. Parce que ces fonds de pension, à la fin, pour placer l'argent, ils la placent où? Dans les entreprises. Et les plus grosses entreprises, les plus gros actionnaires de Total, c'est BlackRock, c'est le gestionnaire des plus gros fonds de pension américains. Donc tout ça, ça irrigue l'économie. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel un jour, il faudra peut-être qu'on progresse dans ce pays et qu'on accepte de le mettre sur la table et pas simplement de dire, au nom d'une protection, on n'a pas le droit de toucher au système. À force de ne pas toucher au système, le système, il explose. Donc voilà. Et puis dernier point, j'ai dit tout à l'heure, mais moi, dans mon entreprise... Ça sera le mot de conclusion. Non, mais dans mon entreprise, pour arriver à faire en sorte qu'elle marche bien, je fais des économies. Voilà. Donc j'attends les économies. Voilà, le message est passé. Et je vais vous demander tous les quatre de faire passer aussi un message en une minute au ministre de l'économie et des finances. Rapidement, Christiane Lambert. Moi, je partage ce qu'a dit mon voisin de gauche à l'instant. L'une des grosses difficultés du secteur agricole aussi, du grand secteur agricole, dans les exploitations agricoles, mais dans notre amont, dans notre aval, toutes les entreprises agroalimentaires et autres, c'est la distorsion sociale avec les entreprises d'autres pays. Les avantages que Mme Merkel a signés pour accueillir dans les abattoirs de découpe, transformation de viande en Allemagne, des Roumains, des Bulgares, des Lettons au prix de leur pays, 70% de travailleurs attachés dans les abattoirs allemands, plombent complètement l'industrie de la viande en France. C'est un secteur qui a un niveau de rentabilité entre moins 3 et plus 0,2. Vous êtes chef d'entreprise, vous voyez ce que ça peut représenter. Difficulté d'investir, d'innover, etc., etc. Donc je pense que l'un des points clés, c'est quand même sur le volet social, que l'on puisse avoir des avancées. Et ce qu'a dit M. Macron, certes, avec un petit peu de virulence dans certains pays aujourd'hui, est courageux. Et courageux, il faut persister pour avancer, parce que sinon c'est l'esprit européen qui est trahi. Je redis à l'envers ce qu'il a dit, tout à fait à l'endroit. Thomas Saunier. Le deuxième, un autre point, pardon, harmonisation sanitaire et environnementale. Alors là, un slogan, marché unique, règle unique. Le marché européen est un marché ouvert, tout circule. Comment se fait-il que des produits phytosanitaires, des produits de traitement des plantes soient autorisés dans l'Europe entière, mais soient interdits en France ? On importe aujourd'hui tous les jours en France des produits, des fruits, des légumes qui ont été traités contre les maladies ou les insectes avec des produits phytosanitaires qui sont autorisés en Belgique, au Danemark, en Italie, alors que ces produits sont interdits chez nous. S'ils sont dangereux, ils sont dangereux pour tout le monde. Voilà. Thomas Saunier, on vous écoute. On n'a plus le temps et vous allez pouvoir échanger après, Christiane Lambert.
Parce que monsieur le ministre va devoir partir. Et comme c'est d'actualité, je pense que monsieur Hulot, qui prend quelques libertés personnelles dans ce gouvernement sur le sujet, alors que je sais qu'il est intelligent et responsable, doit être quand même un petit peu rappelé par son collègue, par exemple, de Bercy, ancien ministre de l'Agriculture, pour dire que chez nous, la règle, c'est la discipline gouvernementale quand même, qu'on ne recommence pas des couacs insupportables, sinon nous, on va le dire. Hein. On va cafeter. Christiane Lambert, qui, on le savait déjà, n'a pas sa langue dans sa poche. Thomas Saunier. Rapidement, une minute chacun, merci. Ce qu'on peut retenir, on est d'accord que le capital humain, c'est le premier levier de compétitivité. Que ce capital humain, il doit être en confiance. Il doit être en confiance absolue. Et d'ailleurs, en tant que chef d'entreprise, s'il y a 2 indicateurs que je retiens, le premier, c'est la satisfaction client, et le deuxième, la confiance des collaborateurs. Si on a les deux, on ne doit pas être loin de la bonne direction. Alors, on sait effectivement qu'en termes de capital humain, beaucoup de choses sont entre les mains des chefs d'entreprise. Mais, monsieur le ministre, comment peut-on libérer du temps, de l'esprit pour le chef d'entreprise, justement, pour qu'il puisse plus se consacrer à son capital humain, le capital humain de son entreprise? Et puis la deuxième chose, il y a la confiance au sein de l'entreprise et puis il y a la confiance de façon globale. Et comment on peut créer les conditions d'un environnement qui redonne de la confiance aux 30 millions de salariés qui sont en France? Thomas Saunier, merci de l'applaudir. Nathalie Stubler, on vous écoute. Alors, pour conclure, moi j'ai envie de dire à monsieur le ministre, think big. C'est ce que diraient nos voisins outre-Atlantique. Pensons grand. Dans la langue française, on utilise très souvent l'adjectif petit. On prend un petit déjeuner, on va prendre un petit café, on a une petite amie, un petit ami. Moi, j'ai appris d'ailleurs à dire, je ne dirige pas une petite entreprise, je dirais on est bien un petit dessert, grande entreprise. Voilà. Donc, pensons grand, monsieur le ministre, en particulier sur l'innovation. Je crois que c'est important. La France a annoncé aussi de belles ambitions avec le tourisme, avec 100 millions de touristes. En permanence. Donc, je dirais, allons-y et pensons grand justement sur ces points d'accueil et d'attractivité de notre pays qui sont les aéroports. Innovons, en particulier pour le passage à la frontière, pour en faire en sorte que la France soit un pays qui attire. Merci. Merci à vous. Emmanuel Faber, c'est avec vous qu'on conclut. Merci. Je pourrais amender, nuancer, compléter beaucoup de ce qui a été dit, mais je vais rester sur l'axe finalement sur lequel on a partagé tout à l'heure. Je suis profondément convaincu que la France peut compter comme des atouts sur les entreprises qui ont développé, et il y en a finalement un grand nombre, une culture, une réalité qui dépasse la stricte réalité financière, mais qui est bien enracinée dans une vision d'utilité à la société, sociétale, sociale, environnementale, etc. Je pense que c'est une des spécificités de l'économie française. Elle se traduit depuis les petites entreprises jusqu'aux plus grandes entreprises mondiales, certains d'entre nous, et à tel point que cette responsabilité élargie de l'entreprise, certains d'entre nous, j'en fais partie, pensent qu'elle mériterait d'être enchâssée dans le Code civil lui-même pour lui donner pleinement son cadre réglementaire, son cadre social, citoyen, pour lui permettre de se développer et d'entrer dans la confiance et l'acceptation des Français des réalités économiques. Ma question pour vous, cher Bruno Le Maire, et pour le gouvernement français, c'est quelle sera, dans vos priorités d'action, la place accordée au soutien de ce modèle ? Car on est en face aussi d'acteurs d'un capitalisme d'une autre nature, beaucoup plus financier, souvent beaucoup plus court terme, qui ne permet pas de construire sur des horizons à la fois larges et longs. Je pense que cette question se pose à la fois en France et à l'échelon européen, avec des partenaires naturels que seraient l'Allemagne ou les Pays-Bas par exemple. Et en ce qui me concerne, vous l'aurez deviné, je pense qu'elle est vraiment importante pour le futur de notre pays. Merci Emmanuel Faber. Merci à vous tous. Je vous demande de les applaudir. Venez sur le devant de la scène, mesdames, messieurs. Une photo pour immortaliser ce moment. Emmanuel Faber, Nathalie Stubler, Thomas Saunier, Christiane Lambert et Patrick Pouyanné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de vous être adressés aux entrepreneurs ce soir ici à l'Université d'été du MEDEF. Merci à vous. Et je vais vous demander d'accueillir celui qui, je vous le disais, a été attentif tout au long de nos échanges,
notre ministre de l'économie et des finances, Monsieur Bruno Le Maire. Merci de nous rejoindre. Monsieur le Président, chers amis, j'ai compris que ce soir, il ne fallait pas que je touche à la C3S, cher Patrick Pouyanné. Il fallait que je reprenne ma casquette d'ancien ministre de l'Agriculture pour défendre les paysans français. Vous pouvez y compter, cher Christiane Lambert. Qu'il fallait que je m'assure du bien-être de tous vos collaborateurs. Qu'il fallait que je pense grand, et si possible même très grand, et que je protège Danone contre les attaques éventuelles de prédateurs. Voilà une feuille de route, elle est bien chargée, eh bien nous essaierons de la remplir. En tout cas, dans cette rentrée, ce que vous attendez du gouvernement et du président de la République, je ne crois pas que ce soit à nouveau de grands discours ou de grandes déclarations d'amour aux entrepreneurs que vous avez tant et tant entendus. Vous voulez des actes et vous voulez des décisions, vous les aurez. Je ferai court. 2 objectifs, une conviction, un défi. Mon premier objectif, l'objectif du président de la République, celui du gouvernement tout entier, c'est de transformer l'outil productif français en profondeur. Pourquoi ? Parce que notre outil productif reste trop fragile, trop vulnérable à un retournement de conjoncture, à l'appréciation de l'euro, à une hausse des taux d'intérêt. Je vois bien tous ceux qui se réjouissent des bons chiffres de la croissance et qui à nouveau voudraient nous dire « mais puisque les chiffres sont bons, pourquoi donc transformer notre pays? C'est inutile ». Eh bien, je crois exactement le contraire. C'est parce que les chiffres sont légèrement meilleurs qu'il faut engager sans délai la transformation économique de la France. Pourquoi est-ce qu'il faut faire cela? Parce que nos ETI ne sont pas assez nombreuses. 4 500 ETI en France, 12 000 ETI en Allemagne. Nos PME, qui sont la richesse économique de la France, ne sont pas assez engagées dans la révolution digitale en cours. Il faut les aider à grandir. Il faut les aider à suivre cette révolution technologique et je salue le travail qui est fait par la BPI en ce sens. Nous devons le faire. Nous devons engager cette transformation économique parce que les révolutions technologiques vont vite, très vite, très, très vite, et que nous jouons notre survie, cher Alexandre Sobo, sur des pans entiers de l'industrie nationale. Je pense, pour donner un exemple d'un récent déplacement en Haute-Savoie et dans l'Isère, à la maîtrise des systèmes cyberphysiques pour le transport terrestre, l'aéronautique, la défense, les usines du futur. Si nous n'innovons pas massivement pour disposer de nos propres outils et de nos propres moyens digitaux, nous serons dépassés et nous n'aurons plus que la clé à mettre sous la porte de nos industries. Innover ou disparaître, voilà le choix pour l'économie française. Nous devons aussi engager cette transformation en profondeur parce que nous ne réalisons pas tout notre potentiel. Jamais je ne me satisferai de voir la France faire en matière de croissance moins bien que ses grands voisins européens. La médiocrité ne peut pas être un objectif pour l'économie nationale française. Nous limitons la période. En période de crise, nous arrivons à limiter la casse. Mais en période de croissance, nous ne décollons pas. On se réjouit d'avoir 1,4, 1,5, 1,6 de croissance, là où nous pourrions faire beaucoup mieux, et en faisant beaucoup mieux, nous créerions des emplois pour tous les Français. La médiocrité n'est pas mon objectif, c'est l'excellence qui est mon objectif pour l'économie française. La France a tous les talents pour cela. Elle a tous les talents pour cela. Elle a d'abord vos talents, les talents de nos entrepreneurs,
les talents de vos collaborateurs, de vos salariés. Elle a votre imagination. Elle a votre force créatrice. La France a des institutions stables qui sont précieuses pour l'économie. Elle a des infrastructures solides qui sont précieuses pour notre économie. Elle a des centres de recherche performants, elle a tout pour réussir. Il n'y a qu'une seule chose qui lui manque, un cadre économique réellement favorable aux entrepreneurs. Eh bien, ce cadre favorable, nous allons le construire ensemble dans les 5 années qui viennent. Comment? D'abord par la transformation de notre marché du travail. Oui, la transformation du marché du travail est une priorité du Président de la République, une priorité du Premier ministre. Demain, le Premier ministre présentera la réforme fondamentale de ce début de quinquennat, une transformation en profondeur du Code du travail. Cette transformation, elle doit vous sécuriser dans votre acte d'embauche, parce que je sais bien que pour un entrepreneur, la responsabilité la plus importante, c'est celle qu'il prend lorsqu'il embauche un collaborateur. Eh bien, nous sécuriserons cet acte d'embauche avec les 5 ordonnances. Au-delà, cette transformation du Code du travail, elle doit mettre fin à un marché du travail à 2 vitesses, dont aucun citoyen ne peut se satisfaire. Un marché du travail dans lequel il y a ceux qui sont à l'intérieur et qui disposent de toutes les protections légitimes, et ceux qui restent à l'extérieur et qui n'ont aucune chance d'accéder à un emploi. En transformant le marché du travail, nous créerons un marché du travail qui inclut au lieu d'exclure et qui vous donnera à vous, entrepreneurs, la possibilité d'embaucher en toute sécurité. Nous ferons ensuite cette transformation par la fiscalité. La fiscalité française doit être simple et stable. Elle ne doit pas changer tous les 4 matins en fonction de l'humeur du ministre de l'économie et des finances ou d'un autre membre du gouvernement. Notre fiscalité doit favoriser le risque et elle doit récompenser le travail. Elle doit encourager la transition écologique, qui est un potentiel de croissance exceptionnel pour notre économie. Pour atteindre cet objectif de transformation de notre économie par la fiscalité, nous prendrons dès 2018, dès le 1er janvier 2018, un certain nombre de décisions fiscales devant lesquelles tous les gouvernements, sans exception, de droite comme de gauche, ont reculé depuis 30 ans. Nous supprimerons l'impôt sur la fortune. Nous ne maintiendrons qu'une contribution sur les actifs immobiliers. Et l'immobilier, comme outil de travail, restera exonéré de toute imposition. Avec la suppression de l'impôt sur la fortune, nous voulons attirer les investisseurs dont nous avons besoin pour développer vos entreprises. Nous voulons enrayer la fuite des talents. Nous voulons récompenser la prise de risques. Nous baisserons l'impôt sur les sociétés de 33,3% aujourd'hui à 25% en 2022. Nous commencerons avec un taux de 28% dès 2018 sur la fraction de bénéfices inférieure à 500 000 € pour toutes les entreprises. Nous baisserons le taux général à 31% pour tous les bénéfices à partir de 2019, tout en maintenant évidemment le taux de 28% pour les bénéfices inférieurs à 500 000 €. Ce sera ensuite 28% en 2020 pour tous les bénéfices, 26,5% en 2021 et 25% en 2022. Ce qui crée la confiance pour les entrepreneurs, c'est de savoir où nous allons. Eh bien, je vous dis clairement quelle sera la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés en France pour que vous tous, ici, entrepreneurs, vous sachiez exactement quel sera le montant de l'imposition d'ici 2022. Cette trajectoire sera inscrite dès le projet de loi de finances 2018. Et nous maintiendrons, évidemment, je le dis
pour nos amis des PME, le taux réduit de 15% pour les PME qui en bénéficient déjà. Nous mettrons en place, dès 2018, un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital à 30%. Ce prélèvement forfaitaire unique sera un gage de simplicité et de meilleur financement de notre économie. La fiscalité de l'épargne salariale, en revanche, ne sera pas modifiée. Elle restera toujours aussi favorable. Pourquoi? Et ça rejoint les réflexions d'Emmanuel Faber ou de Patrick Pouyanné. Parce que nous souhaitons que le travail en France soit autant récompensé que le risque. Et parce qu'il est juste que vos salariés, que vos collaborateurs, qui contribuent au succès de vos entreprises, soient récompensés à la hauteur de leur engagement et soient incités à s'associer aux transformations en cours. La fiscalité de l'assurance vie, sur laquelle j'entends dire tout et son contraire depuis quelques jours, ne sera pas modifiée pour les contrats lorsque le montant des encours ne dépasse pas 150 000 €, ce qui représente l'immense majorité des contrats d'assurance vie des ménages français. Par ailleurs, les revenus des versements déjà effectués ne sont pas concernés, quel que soit leur montant. Quatrième décision, nous transformerons le CICE en allègement de charges directes en 2019. Alors c'est tout le charme de la France que d'avoir entendu dans cette même salle, l'année dernière, tous les chefs d'entreprise, sans exception, me dire « mais vous êtes candidat à la primaire ». Le CICE, c'est trop compliqué. C'est une usine à gaz. C'était le leitmotiv de l'époque. C'est trop difficile pour les très petites entreprises, c'est trop difficile pour les PME. Donc nous vous supplions, à genoux, transformer le CICE en allègement de charges directes. Emmanuel Macron met cela dans son programme. Il est élu président de la République. Il tient parole et je suis le garant des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Nous faisons la transformation du CICE en allègement de charges directes. Et que se passe-t-il? Les mêmes chefs d'entreprise viennent devant moi et me supplient « surtout, ne faites pas l'allègement de charges et la transformation du CICE en allègement de charges directes ». C'est le charme de la vie politique française. J'y prends un plaisir immense. Et je n'aimerais pas autant la mission qui m'a été confiée par le président de la République si elle était facile. Mais croyez-moi, nous ferons cet allègement. Et je vais vous dire parce que c'est l'intérêt national. Je ne dis même pas que c'est votre intérêt ou que c'est l'intérêt de tel ou tel. Je dis c'est l'intérêt national pour une raison qui est simple. C'est qu'un crédit d'impôt, et croyez le ministre des Finances, ça peut se supprimer d'une année sur l'autre. Et que lorsqu'il y a une difficulté budgétaire, vous avez tous vos services qui prennent l'ascenseur, l'escalier, l'hélicoptère, qui font le siège de votre bureau, qui ont une extraordinaire idée pour récupérer des moyens financiers. Il n'y a qu'à revenir sur le crédit impôt compétitivité. C'est un crédit impôt, il n'est pas donné ad vitam aeternam. Revenons dessus et économisons de l'argent dessus. Alors qu'un allègement de charges, c'est pérenne, c'est sûr, c'est stable et aucun ministre des Finances ne pourra revenir dessus. Vous avez besoin de stabilité, nous vous donnerons cette stabilité et nous allégerons directement les charges sur vos entreprises dès 2019. Alors comme je ne suis pas obtus, j'entends les inquiétudes. J'entends les inquiétudes de ceux qui me disent « Attendez, pour les PME, ça va augmenter les bénéfices, ça va nous créer des pertes. » Regardons les chiffres, je l'ai dit à votre président. Comparons nos analyses et voyons quelles conclusions nous en tirons. Je sais que pour beaucoup d'entreprises, des dom-toms, de départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer auxquels je suis tellement attaché, Thibault Langsad me l'a dit, cela peut poser des problèmes majeurs. Je suis prêt à regarder aussi toutes ces conséquences. Mais la seule ligne rouge que je trace, c'est que les promesses du président de la République seront tenues. Et si vous voulez de la confiance, mieux vaut que vous ayez un ministre de l'économie et des finances qui soit clair
dans ses propos, dans ses engagements, dans ce qu'il est prêt à faire, mais aussi dans ce qu'il n'est pas prêt à faire. Nous ferons la transformation du CICE en allègement de charges en 2019. Je souhaite que nous sécurisions ces choix fiscaux dans le long terme. Et je voudrais que nous mettions en place, dans le gouvernement français, une sécurité fiscale qui doit être la garantie de la compétitivité de notre économie. La sécurité fiscale, ça veut dire de la stabilité dans les choix fiscaux. La sécurité fiscale, ça veut dire éviter des contrôles qui seraient illégitimes, tatillons. La sécurité fiscale, ça veut dire que chaque chef d'entreprise ne doit pas être considéré comme un suspect en puissance, mais que nous devons faire confiance à sa capacité d'entreprendre et de créer des emplois dans notre pays. C'est sur ces bases que nous pourrons construire une économie de la création, une économie où l'innovation doit être le maître mot. Nous maintiendrons et nous sanctuariserons le crédit impôt recherche qui est si essentiel pour le développement de notre économie et en particulier de notre industrie. Nous céderons dans les prochaines semaines des participations de l'État dans des entreprises du secteur concurrentiel pour alimenter un fonds qui devra atteindre 10 milliards d'euros et dont les produits serviront à financer l'innovation de rupture. L'innovation qui coûte trop cher pour nos entreprises. L'innovation qui pourtant est décisive pour garantir à la France de garder une place parmi les premiers dans l'économie mondiale. Le rôle de l'État n'est pas, à mes yeux, de diriger les entreprises à la place des entrepreneurs, il en est totalement incapable. Le rôle de l'État, c'est de préparer l'avenir et d'innover dans ces innovations de rupture qui nous garantiront notre compétitivité et notre place dans l'économie mondiale. Nous transformerons également nos dispositifs de formation pour permettre à chaque salarié de gagner en compétences et de suivre les révolutions technologiques en cours. La formation des salariés, en particulier les salariés les moins qualifiés, est un enjeu majeur pour notre pays. Comment pouvons-nous accepter que dans une France où il y a encore des millions de chômeurs, lorsque vous allez dans la vallée de l'Arve pour rendre visite aux industriels du décolletage, ces industriels vous disent qu'ils peinent à trouver un technicien de maintenance ou des ingénieurs parce que notre dispositif de formation n'est pas adapté. De manière plus générale, nous ferons évoluer notre modèle éducatif. Et avec Jean-Michel Blanquer, nous sommes totalement décidés à valoriser la créativité, à relancer la filière scientifique. La plus grande question économique aujourd'hui, c'est une question éducative. C'est en gagnant la bataille éducative que nous pourrons gagner demain la bataille économique. Au printemps 2018, je présenterai une loi sur la transformation des entreprises qui viendra compléter ces premières décisions. Je vous invite évidemment à participer aux travaux préparatoires à partir d'octobre prochain. Voilà le premier défi, transformer en profondeur, par la fiscalité, par le marché du travail, par le système éducatif, notre outil de production pour que la France reste demain une des grandes nations leaders économiques du monde. Le deuxième défi, qui est complémentaire du premier, c'est de transformer la zone euro en continent économique à part entière, aussi puissant que la Chine, aussi puissant que les États-Unis. Car j'ai parfaitement confiance que nous évoluons, Emmanuel Faber le rappelait tout à l'heure, dans un environnement économique qui peut être hostile à nos intérêts. Ce continent économique européen, il serait peut-être temps qu'il soit capable de défendre ses propres intérêts avec la fermeté, avec la dureté nécessaire. Nous déposerons au Conseil de Tallinn le 15 septembre prochain une proposition sur la taxation des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Comme ministre des Finances,
Je ne peux pas accepter que toutes les entreprises françaises qui opèrent sur le territoire français soient taxées, même avec des impôts que nous allons baisser significativement, alors que les grandes plateformes numériques mondiales viennent profiter des clients, des richesses, de la prospérité française, à hauteur de chiffres d'affaires vertigineux, pour ne payer en regard de cela que des sommes dérisoires au trésor public français. C'est une question de justice et c'est une question d'efficacité. Nous ferons également une proposition sur le contrôle des investissements stratégiques en France et en Europe avec mes homologues allemands et italiens. L'Europe doit être en mesure de défendre ses intérêts autant que les grandes puissances économiques les défendent. Et nous ne laisserons pas, cher Emmanuel Faber, qu'il s'agisse de Danone ou de n'importe quel autre groupe français stratégique, nous ne laisserons pas des prédateurs s'attaquer aux entreprises qui font le patrimoine économique de notre pays. Notre continent européen doit également être plus intégré. Il est temps que les États membres de la zone euro avancent concrètement dans la voie d'une intégration réelle. Convergence fiscale, convergence des règles sociales, des règles environnementales, des règles de bien-être animal, cher Christiane Lambert, mise en place d'un fonds monétaire européen, budget de la zone euro, coordination des politiques économiques, ministre des Finances de la zone euro. La chancelière Angela Merkel a fait part récemment de son ouverture sur ces points, c'est une excellente nouvelle. C'est la preuve que nous pouvons avancer vite dès le lendemain des élections allemandes fin septembre. Le président de la République a d'ailleurs annoncé hier à la conférence des ambassadeurs qu'il ferait des propositions concrètes sur l'avenir de l'Europe dans les prochaines semaines. Pourquoi est-ce aussi nécessaire de construire ce continent européen? C'est nécessaire pour défendre nos intérêts. C'est nécessaire pour nous protéger. C'est nécessaire pour permettre à la zone euro de produire plus de croissance, plus d'emplois. C'est nécessaire pour donner à la zone euro cette identité politique qui lui fait tellement défaut. La zone euro n'a pas vocation à reprendre tous les mantras économiques des États-Unis ou d'autres grandes puissances, alors qu'elle doit définir elle-même ses propres normes, ses propres valeurs, ses propres règles. Et c'est nécessaire parce que ne soyons pas naïfs. Derrière l'immense poésie des routes de la soie, il y a une volonté impériale chinoise qui se manifeste. Derrière les sanctions extraterritoriales américaines, il y a une attaque directe contre les intérêts économiques français. Personne ne nous fera de cadeaux. Alors ne soyons pas naïfs, soyons lucides, soyons forts, soyons puissants et construisons ensemble une Europe économique intégrée qui soit un vrai continent de puissance. Nous ne devons plus être 19 États isolés face au reste du monde qui défendent chacun leur bout de gras. Nous devons être un seul continent face à la mondialisation. Voilà le deuxième défi. Ce défi européen qu'Emmanuel Macron a porté pendant toute sa campagne à la présidence de la République et auquel les Français, cette fois-ci, ont dit oui. Une conviction. Ma conviction, c'est que nous devons aller vite. Il y a toujours 1000 raisons pour retarder les décisions. C'est difficile. Il va y avoir des manifestations. Il va y avoir des réactions. Mais oui, nous sommes en démocratie, pour ceux qui l'ignoreraient. Donc c'est légitime que lorsque vous prenez des décisions, il y ait des réactions. Et si vous prenez de grandes décisions, il y a de grandes réactions, et c'est comme ça qu'un pays bouge, et c'est comme ça qu'un pays vit, et c'est comme ça que la France avance.
Il y a urgence à accomplir la transformation économique de la France. La révolution technologique en cours, elle ne nous attendra pas. Et n'oubliez pas, si on fait un tout petit peu d'histoire économique, qu'il y a près de 2 siècles, des États se sont engagés dans une immense révolution industrielle. Les États-Unis, puis la Grande-Bretagne, puis l'Allemagne, puis la France qui, comme toujours, met un peu de temps à faire ces révolutions, mais une fois qu'elle les fait puissamment. Eh bien, ce que je constate, c'est que ces États, États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, France, qui ont fait la révolution industrielle du XIXe siècle, y ont gagné leur puissance pour 150 ans. Et nous vivons encore sur les choix qu'ont fait nos anciens il y a plus de 2 siècles. Eh bien, aujourd'hui, nous tous ici, vous, entrepreneurs, nous, responsables politiques, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des générations futures, nous sommes exactement face au même défi. Alors assez avec les querelles politiciennes, assez avec les petites phrases, assez avec les querelles partisanes, que chacun prenne conscience du défi historique face auquel nous nous trouvons. Nous devons embrasser la révolution technologique en cours avec toute l'imagination, toute la créativité, toute la force française pour laisser demain à nos enfants une France qui reste un leader économique mondial. Enfin un défi. Enfin un défi. Cette transformation de notre modèle économique, c'est peut-être le défi le plus difficile. Et je suis heureux, profondément, d'avoir entendu sur cette scène la même conviction que celle que je vais vous exprimer maintenant. Je suis heureux de savoir que les chefs d'entreprise français partagent cette vision politique qui est la nôtre. La transformation ne doit pas profiter à quelques-uns. Elle doit profiter à tous. Il ne doit pas y avoir d'un côté les gagnants de la révolution économique en cours et de l'autre les perdants. Nous ne devons jamais oublier que 50% des Français aux dernières élections présidentielles se sont abstenus, ont voté contre, ont voté pour les extrêmes. Tout le monde, tous les Français, les plus modestes, les plus fragiles, les moins qualifiés, les moins bien armés dans la vie, doivent se dire ce que font les chefs d'entreprise, ce que décide le gouvernement est aussi bon pour nous et nous allons y retrouver notre compte parce que nous allons retrouver une place digne dans la société française. La réussite économique ne doit pas se faire au prix de l'écrasement des classes moyennes entre certains toujours plus riches et d'autres toujours plus pauvres. Nous devons montrer, nous en France, que nos transformations économiques permettent de faire émerger une nouvelle classe moyenne française qui sera le cœur battant de la France active. Nous allons réfléchir à ce défi dans le cadre des rencontres de Bercy le 21 novembre prochain, qui seront ouvertes par le Président de la République et qui porteront justement sur ce thème, rupture technologique et inégalité. Parce que si la France veut retrouver toute sa puissance économique, elle doit aussi gagner la bataille des idées économiques. Pour retrouver sa grandeur, la France ne doit pas rêver de sa grandeur. Elle doit la construire en se confrontant à la réalité brute. Elle doit comprendre les faits, qui sont têtus, comme on dit, surtout en matière économique. Vous savez, mon amour pour Marcel Proust. Et je vois bien l'originalité qu'il y a à citer Marcel Proust en conclusion des rencontres du MEDEF. Mais je ne résiste pas, là aussi, au plaisir de le faire. Proust disait « On lit les journaux comme on aime, un bandeau sur les yeux. On ne cherche jamais à comprendre les faits. On écoute les douces paroles des journaux comme on écoute les paroles de sa maîtresse. On est battu et content
parce qu'on ne se croit pas battu, mais vainqueur. Eh bien, arrêtons de nous croire contents, quoique battus, devenons contents parce que nous serons vainqueurs. Vainqueurs pour notre nation, vainqueurs pour sa prospérité, vainqueurs pour la prospérité de nos enfants. Un dernier mot plus personnel. Un tout dernier mot plus personnel. À vous, entrepreneurs. Je ne dis pas cette phrase qui m'a toujours profondément agacé. C'est donnant, donnant. Je vous donne ça et vous me donnerez ça. Je ne crois pas à cette logique de conditions qui ruine le bien le plus précieux pour une économie, la confiance. Je ne vous dis pas, si vous ne créez pas des emplois, 100 000, 200 000, 394 500, nous reviendrons sur la fiscalité des entreprises. C'est le meilleur moyen de ruiner la confiance dont vous avez besoin pour investir et créer des emplois pour notre pays. Je vous dis très simplement, nous allons répondre à vos attentes le mieux possible. Répondez pas aux miennes, on s'en moque. Répondez à celles des Français. Engagez-vous, comme l'ont dit Emmanuel Faber, comme l'ont dit Patrick Pouyanné, comme beaucoup d'entre vous me le disent dans tous mes déplacements en France, dans tous les territoires, dans toutes les régions. Engagez-vous pour que cette transformation de notre économie, cette transformation de notre marché du travail se traduise par plus d'embauches, en particulier pour les plus fragiles, ceux à qui personne ne donne leur chance dans la vie. Prenez votre part à la solidarité sans laquelle aucune société ne tient debout. Affirmez votre rôle, il est essentiel dans le retissage des liens entre nos compatriotes. Je sais que dans cette salle, vous êtes nombreux, pour ne pas dire tous, à croire à une économie humaine, celle où on ne cherche pas des rentabilités vertigineuses, celle où on a conscience du temps, le temps du labeur, le temps de l'investissement, le temps de la récolte, le temps paysan, cher Christiane Lambert, qui est le mien, celui qui permet de construire une économie solide, stable, conquérante, innovante, mais qui n'est pas à la merci du moindre retournement de conjoncture, qui n'est pas à la merci de toutes les spéculations qui ont tant fragilisé l'économie mondiale. Vous pouvez compter sur tout le gouvernement et sur le président de la République pour délivrer notre économie des chaînes qui entravent sa croissance et pour la transformer en profondeur de mon côté. De notre côté, nous comptons sur vous pour en faire le meilleur usage. Ensemble, nous pouvons changer la France. Nous pouvons en faire une nation de prospérité et de création. Alors, ne perdons pas de temps, au travail et avec enthousiasme. Merci à tous. Bruno Le Maire, mesdames, messieurs. Merci à tous.